Les ados et le suicide. Vaste sujet. Entendre la détresse des adolescents est d'autant plus difficile que la jeunesse représente le plus communément des promesses de bonheur. Pour beaucoup d'adultes, et en particulier pour les soignants dont le sens du métier est la lutte pour le maintien de la vie, il peut être particulièrement difficile de concevoir qu'un jeune qui aurait tout pour être heureux et pour se construire puisse s'autodétruire et réellement éprouver un souhait de mort. Tout comme il y a différents niveaux de prévention, il y a différents niveaux d'écoute. Nos éprouvés, au contact de l'adolescent en proie à des idées suicidaires ou après avoir fait des actes suicidaires, notre contre-transfert est mis à rude épreuve. Notre propre rapport à la mort est mobilisé, ainsi que notre inévitable part d'impuissance. L'acte suicidaire est déjà en soi un traumatisme pour l'adolescent lui-même, en écho à une accumulation de chocs antérieurs à de multiples niveaux et à une période particulière où les transformations corporelles peuvent en soi être vécues comme traumatogènes. Très souvent, après un passage à l'acte, l'adolescent se défend par l'évitement. On entend souvent des propos comme « je ne le referai plus »,« c'était bête, laissez-moi tranquille, je peux m'en sortir ». L'enjeu est donc de l'amener à sortir du déni et de la banalisation et de l'amener à mettre en représentation et en mots ses affects et ses éprouvés, de l'aider à donner du sens à l'agir. C'est essentiel pour prévenir les récidives. Accéder à un sens suppose justement donner sens au sens, aux divers sens, au sens de ce qu'on ressent. Dès lors, rendre les sens moins massifs et moins envahissants. La première urgence est donc de contenir l'angoisse par une présence qui puisse réellement accueillir cette angoisse. Ceci suppose de la part du soignant un travail sur soi, sur son propre contre-transfert, accepter l'impuissance, concevoir que les jeunes puissent avoir envie de mourir et ne pas en faire un tabou. L'adolescent détecte très vite les appréhensions des adultes qui l'entourent et aussi leur réelle disponibilité. Ensuite, l'enjeu est d'amener le jeune à s'intéresser à sa vie psychique, y compris à ses mouvements inconscients. Un temps de bilan psychologique pour explorer le fonctionnement psychique en finesse peut l'y aider et faciliter une orientation psychothérapeutique. L'adolescent pourra ainsi d'autant plus lâcher ses défenses qui visent le contrôle et accepter peu à peu qu'il ne peut pas tout maîtriser et dès lors avoir moins peur de ses propres pensées déstabilisantes. Il s'agit de rendre l'impensable pensable et dès lors pouvoir d'abord rendre cet impensable impensé. Donc rendre l'impensable impensé pour qu'il devienne pensable. Et pensable peut s'entendre de diverses manières, au sens de la pensée et au sens de penser une blessure. Il y a vraiment le niveau corporel et psychique, ces deux niveaux corporels et psychiques qui sont particulièrement entremêlés, intriqués à l'adolescence. Accepter de ne pas pouvoir tout contrôler est d'autant plus compliqué en cette période de crise sanitaire. Composer avec l'imprévisible, être confronté à des réelles menaces de mort de personnes fragiles et au risque de les contaminer, supporter les contraintes et les règles qui changent, entendre des discours contradictoires et subir tout ce climat morose génère beaucoup d'angoisse. C'est la possibilité de construire des projets qui est mise en péril. Et justement, le projet, c'est le contraire du suicide.
Le projet, c'est ce qui maintient en vie, c'est ce qui ancre dans la vie, c'est ce qui donne du sens. Les confinements successifs et fermetures d'écoles ont laissé des traces encore visibles. L'école est en effet souvent un lieu d'affirmation de soi, en dehors de la famille. Les liens intrafamiliaux ont aussi pu connaître des bouleversements durant les confinements. Et la rencontre entre des vulnérabilités individuelles, des fragilités du contenant familial et la privation du contenant scolaire a pu amplifier ou révéler des angoisses de manière massive. Dans une société qui prône l'exhibition, la transparence, le tout dire, aussi avec tant d'images qui circulent instantanément par les médias ou les réseaux sociaux, nous pouvons être paradoxalement frappés par les non-dits qui entachent souvent les liens aux autres, au risque d'une violence. Quand elle n'est pas exprimée verbalement, quand elle n'est pas pensée, la violence se propage subrepticement. C'est souvent après un long parcours invisible qu'elle éclot au grand jour, en se retournant contre soi, dans la mesure où l'adolescent a le sentiment de ne pas pouvoir l'adresser à quelqu'un, de ne pouvoir l'adresser à personne, avec la même conviction que l'autre ne survivrait pas à sa colère, et que finalement, tout ce qui l'encombre ne serait pas de sa faute, ne serait que de sa faute, avec la conviction que s'attaquer, voire se supprimer, serait l'unique issue. Quand l'autre est ressenti comme incapable de recevoir des affects négatifs, du fait de sa fragilité ou de son caractère violent qui l'amènerait à des réponses inadéquates, le sujet apprend à étouffer toute agressivité qu'il pourrait ressentir. Et dans un cercle vicieux, l'accumulation de cette agressivité retournée contre soi entraîne une confirmation du sentiment d'autodépréciation. Nous pouvons également comprendre ce que l'on appelle la dépression comme une indicible souffrance résultant d'une colère auto-adressée, prenant la forme d'autodévalorisation et d'autodisqualification répétée à force de s'interdire de reconnaître cette colère enfouie comme adressée à un autre dont le sujet tient à préserver une image idéalisée. Cette colère peut tenir d'un manque de reconnaissance par l'entourage, des besoins, notamment d'autonomie et de respect de sa différence, allant de pair aussi avec le besoin de garder sa place et le besoin de considérer les proches comme à la fois semblables et différents. La question du respect de la différence de l'autre semble de plus en plus compliquée. Nous entendons énormément parler de harcèlement, notamment à l'école. Le rajeunissement de la population suicidaire est frappant et pourrait être lié à ce phénomène de harcèlement si fréquent, qui exprime peut-être une perte de la capacité à jouer et dès lors une difficulté majeure de tolérer la conflictualisation. Jouer est en effet essentiel pour assouplir son fonctionnement et exprimer les conflits. Intégrer le fait que toute relation humaine comprend des aspects plaisants et déplaisants, et qu'en cernant l'autre dans sa totalité, en reconnaissant les points communs et les différences avec l'autre, il serait possible d'en tirer le meilleur par le jeu et l'humour. Sans cette reconnaissance, le fonctionnement psychique se rigidifie et toute émergence de conflit dégénère vite en violence. Quand l'agir s'impose, il est à comprendre comme une ultime quête de sens, comme si l'acte portait en lui-même les prémices de changement en quête de verbalisation, à condition que l'adolescent trouve un interlocuteur dont l'écoute et les renonces favorisent contenance et mise en sens. En somme, entrent en jeu divers niveaux d'analyse. La structure psychique, l'histoire, la dynamique familiale,
le contexte scolaire et sociétal. Et le contexte de la pandémie et ses contraintes peuvent venir amplifier ou révéler des angoisses préexistantes. D'autant plus difficile à contenir que des fragilités familiales peuvent également émerger dans ce contexte et que les institutions sont elles-mêmes débordées et en crise. Après un acte suicidaire, maintenir le lien est crucial et participe beaucoup à la prévention des récidives. Je l'ai moi-même expérimenté dans ma pratique à Necker pendant de nombreuses années. L'hôpital récupérant le rescapé du suicide est souvent perçu comme un lieu de renaissance. Le professionnel qui l'a vu en première ligne, dans les suites immédiates de l'acte, est souvent perçu comme un accoucheur, tout en orientant l'adolescent vers une prise en charge en ambulatoire ou en libéral. L'intérêt continu de ce professionnel, ses prises de nouvelles et ses propositions de rendez-vous ponctuels ont un réel impact. Et il arrive que l'adolescent revienne volontiers justement à l'hôpital, alors qu'il peut avoir du mal à adhérer à un suivi plus régulier. Et l'enjeu de ces rendez-vous à l'hôpital va être de l'aider à finalement s'inscrire dans une continuité de soins de manière vraiment régulière avec un professionnel à proximité. La prise en compte du contexte familial participe également à la prévention. L'acte suicidaire est souvent le signe d'une violence tacite qui ne peut plus être passée sous silence. Les ondes de violence se propagent à l'insu des membres de la famille à travers des injonctions paradoxales, des propos véhiculant plus ou moins consciemment de la honte, du rejet ou une menace d'abandon. Une difficulté de séparation, voire même d'individuation, participe souvent à une rigidification des rôles. La coopération de la famille compte donc énormément, et je pense que le docteur Filâtre développera ceci en tant que thérapeute familial. Pour approfondir, je vous invite à prolonger la réflexion par la lecture du numéro récent que j'ai coordonné avec Jean-Christophe Janin sur le suicide des jeunes. Jean-Christophe Janin est lui-même l'auteur d'un livre qui témoigne de manière vraiment très vivifiante et très poignante de son propre parcours de deuil après le suicide de son fils. Donc je vous recommande vivement son livre intitulé « Ton suicide ». Et puis enfin, si nous pouvons aussi continuer d'échanger, je serais ravie que vous puissiez également découvrir mes ouvrages, mon Que sais-je sur le suicide et mon livre un peu plus spécialisé sur l'adolescence, Le geste suicidaire à l'adolescence, Tuer l'infance, aux presses universitaires de France. Donc ces livres sont tous ces trois livres. Ces trois livres sont vraiment, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies. Et le journal des psychologues, je crois que j'ai vu que dans votre dossier, vous avez les renseignements sur le moyen de vous procurer le numéro. Je vous remercie beaucoup à tous de votre attention et j'espère que ce sera l'occasion d'échanges féconds. On va laisser la parole à Marc Filâtre, psychiatre, thérapeute familial, président de Vie 37 et président de l'UNPS. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, je vais vous parler donc de la prévention partagée, mais à une échelle tout à fait différente de ce qu'on a fait aujourd'hui, puisque je vais resserrer autour de l'adolescent la prévention partagée au niveau effectivement de la famille. C'est l'expérience que j'ai faite au cours de mes plus de 30 ans dans une unité d'adolescents à Tours, qui m'a amené à changer ma façon de voir les choses. La tradition, en fait, fait un petit peu du suicide la marque d'une souffrance qui est personnelle, qui est indépassable, particulièrement chez l'adolescent, mais pas seulement, hein.
Et c'est à ce niveau de lecture de ce qu'il y a à l'intérieur du jeune qui pose problème qu'on va analyser à la fois les troubles et puis plus finement les symptômes. Donc c'est un modèle médical dont on a déjà parlé, qui est très très centré sur la personne et qui est très très dominé par tous ces enjeux d'intériorisation dont vous entendez effectivement régulièrement parler. Ce modèle a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est évidemment que, centré sur la personne, c'est de l'adolescent que est censé venir le désir de changement qui va permettre d'accepter ou d'accompagner les soins dont il est l'objet et qu'on lui propose. Alors, c'est encore visible dans certaines structures d'adolescents, ou pour structure ambulatoire, ou pour venir prendre un rendez-vous, il faut que l'adolescent fasse la démarche lui-même. Sinon, la demande serait considérée comme non valable, en tout cas bizarre. Donc, est-ce que cette situation est logique quand on l'analyse bien ? Eh bien, la pratique m'a montré que non, pas forcément, parce que pour qu'un adolescent soit autorisé à faire cette démarche-là, pour qu'il s'autorise lui-même à la faire, eh bien, vous allez sélectionner probablement les adolescents qui sont les moins en difficulté par rapport à ceux qui ne peuvent pas faire cette démarche-là. La deuxième conséquence, elle est tuilée avec celle-ci, mais elle est beaucoup plus cruelle à mon avis, c'est que l'évolution va effectivement dépendre des capacités de l'adolescent donc à faire face, à avancer, comme on vient de le dire. Et tous les systèmes de prise en charge sont un peu organisés dans ce but-là. Et donc, comme tout est axé sur sa volonté de changement et de bouger, tout échec, ça sera le sien, en premier lieu. Et il ne pourra s'en prendre qu'à lui, même si évidemment les choses ne sont pas formulées comme ça, rassurez-vous, lui le pense. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'aura pas été à la hauteur de ce qui lui a été proposé. Alors, petit signe que effectivement c'est bien comme ça, me semble-t-il, que les choses se passent. Regardez actuellement dans cette période très difficile la prolifération de toutes les techniques d'auto-amélioration, de développement personnel. Et ce qui fait que ceux qui ne sacrifient pas à cette habitude du développement personnel et de l'auto-amélioration ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils sont par la suite victimes des difficultés créées par le fonctionnement social un peu erratique actuel. Et Dieu sait que notre société actuellement est assez généreuse pour la production de mots divers et variés. Donc, ce modèle d'intériorisation par défaut est aussi celui sur lequel donc, la prévention du suicide chez les adolescents est construite. L'adolescent est coincé entre deux grands piliers organisationnels. D'une part, tout ce qui est de l'ordre du biologique, c'est mieux connu. Tu en as parlé un petit peu, on commence à avoir effectivement des abords qui peuvent, au moins pendant un moment, limiter l'expressivité et la souffrance liée à un certain nombre de choses. Il y avait déjà les antidépresseurs pour certains ados. Maintenant, on a la kétamine. Voilà. Et puis, de l'autre côté, nous avons donc tout ce qui est de l'ordre de l'histoire infantile de l'adolescent, qui va générer à la fois des fragilités, des fixations traumatiques par exemple, et d'autre part des forces intériorisées, alors qu'on met souvent en forme sous le terme qui est quand même un petit peu problématique de résilience. Et vous avez un adolescent qui est situé entre ces deux piliers-là. Et donc, on va multiplier des explorations complémentaires pour essayer de percevoir ce qui dysfonctionne chez lui, ce qui ne va pas. Quand on aura le sentiment d'avoir trouvé, donc on passe à la phase de réparation, psychothérapie personnelle, psychoéducation, médication, etc. Donc, ce modèle très habituel, à mon avis, néglige un facteur tout à fait essentiel dans la compréhension et dans l'évolution des conduites suicidaires, c'est que le pire n'est jamais sûr.
et que nous avons tous, dans notre pratique clinique, particulièrement avec les adolescents, connaissance de ces jeunes qui ont eu des enfances absolument sans problème, où on se disait cet enfant est promu un bel avenir, et qui, mystérieusement, s'effondre. Et vous avez à l'inverse, mais on le voit moins, on y fait moins attention, mais ça existe tout autant, ces adolescents qui ont eu des vies infantiles absolument terribles, et qui, pour une raison tout aussi mystérieuse, finalement, deviennent des adolescents tout à fait intéressants, tout à fait adaptés, et des adultes qui sont peut-être même plus à même de donner des avis sur ce qu'il faut faire ou pas faire dans la vie pour aider ceux qui sont en difficulté. Eh bien, s'il y a ces situations d'adolescents imprévisibles, dans un sens ou dans un autre, ce n'est, à mon avis, nullement lié à un déficit de connaissances des praticiens, mais ça tient uniquement aux caractéristiques du vivant, ce qu'on appelle, sur un terme technique, vous le savez, les propriétés émergentes, c'est-à-dire que dans les systèmes complexes, il faut relire Edgar Morin, que dans les systèmes complexes, eh bien, les choses ne se passent pas toujours, souvent, mais pas toujours comme on les avait prévues, et qu'il peut se passer des évolutions tout à fait imprévisibles dans un sens ou dans l'autre. Donc si l'adolescent qui devrait aller bien va mal, eh bien, on va continuer dans notre culture à tout faire pour comprendre pourquoi cet ado va mal. Et même lui, d'ailleurs, vous aide, hein, parce qu'il y en a plein, et on l'a entendu ce matin, qui disent « J'ai tout pour être heureux, et je ne suis pas heureux. Qu'est-ce que ça doit être difficile pour mes parents d'avoir un enfant comme ça alors qu'ils m'ont tout amené, etc. » Si on ne comprend pas pourquoi un adolescent qui devrait aller bien va mal, eh bien, il y a deux possibilités essentiellement. C'est de continuer à approfondir les recherches, multiplier les examens complémentaires, et je rends hommage à Pierre Larocque puisqu'on est dans son amphithéâtre, puisqu'il y a la Sécu pour soutenir tout ça. Et on peut se dire aussi que si on ne trouve pas, c'est tout simplement qu'on ne cherche pas au bon endroit. Un petit peu sur le modèle, vous savez, classique, là on a mangé dans un restaurant chinois, de la main qui montre la lune. On peut se focaliser sur la main, c'est-à-dire pour nous là, l'adolescent, et oublier que bien plus loin, à des endroits qui ne sont pas forcément visibles, eh bien, il y a des éléments d'explication qui sont certainement beaucoup plus pertinents que ce qu'on cherche, parce qu'un adolescent qui est suivi pendant 40, 50 consultations, à mon avis, est un adolescent pour lequel on ne travaille pas sur les choses pertinentes. Alors vous allez me dire, peut-être que cette façon de voir les choses est pertinente. Eh bien, je vous répondrai sans doute quand on l'exprime comme ça, mais il y a juste un petit problème. Combien de services de pédopsychiatrie en France sont basés sur ce modèle écologique, écosystémique, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on reçoit un enfant et un adolescent, le plus petit niveau d'observation de la situation, c'est la famille, et non pas l'enfant ou l'adolescent. Or, la plupart, pour ne pas dire quasiment tous les services de pédopsychiatrie, sont basés sur l'idée que le plus petit niveau, celui sur lequel on doit se consacrer, c'est l'enfant. Donc le plus petit niveau dans la plupart des services de pédopsychiatrie, c'est l'enfant. Et je vous propose de penser le soin autrement et commencer par avoir cette discipline de voir la famille. Alors je dis la famille, mais c'est un terme générique. Les gens qui sont dans l'écosystème de vie de l'enfant. Alors pour revenir plus vers le sujet qui est celui d'aujourd'hui, la prévention du suicide, eh bien ça amène à se dire, et ça a commencé à être dit à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est que les troubles suicidaires de l'adolescent ne sont pas en soi le problème. Alors évidemment, il y a un risque grave, et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire pour avoir travaillé depuis les années 90 sur l'hospitalisation systématique des ados, avec Virginie Gramboulan et la Fondation de France, donc ce n'est pas du tout une dimension que je ne vois pas. Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à se dire que cette expression d'une souffrance suicidaire, avant d'être un problème, est d'abord un début de solution, un début de réponse et en tout cas une opportunité de changement. Chez ces ados, en situation de vie critique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur développement qui bloque, ça ne passe pas,
Eh bien, comme ça a été redit tout à l'heure, effectivement, la menace ou le passage à l'acte, soit quand ça ne bouge pas ou quoi, ça n'a pas encore bougé malgré un certain nombre de choses, eh bien, c'est la dernière façon que l'adolescent a trouvé, alors pas consciemment, pas volontairement, sans doute, mais de faire bouger les choses. Et mettre en avant son sacrifice, un peu comme les gens qui font les grèves de la faim, hein, c'est l'ultime façon de mettre son écosystème en mouvement. Eh bien, plus qu'une motivation de mort, vous le savez, chez l'adolescent, c'est une motivation de vie. Mais le gros problème, c'est qu'on se trompe des fois, et surtout les adolescents, dans la dimension de l'acte qu'on veut faire pour faire bouger. Et malheureusement, plusieurs adolescents meurent en n'ayant pas voulu mourir. Et heureusement, plus souvent, c'est le contraire. Ils voulaient peut-être pour certains mourir, mais ils n'ont pas atteint leur but. Donc, ça veut dire aussi en arrière-fond que quand on accueille correctement cette expression de l'adolescent au travers de son acte suicidaire, eh bien, on se protège beaucoup de la répétition ou de la réitération du geste. Vous remarquerez que je vous déconseille d'utiliser le terme de récidive, si généralement utilisé. Ça connote des choses qu'on n'a pas du tout envie de connoter. Voilà. Donc, le mouvement, ça veut dire aussi que le geste de l'adolescent, conformément à ce qu'on disait tout à l'heure, doit être compris non pas comme le problème de l'adolescent lui-même, bien sûr il en fait partie, mais comme le problème de l'écosystème de l'adolescent. Et me voyez arriver sur la prévention partagée. Donc ne plus regarder les adolescents suicidaires comme des adolescents troublés, mais toujours, puisque chaque situation a un côté lumineux et un côté sombre, surtout regarder ces adolescents comme des co-acteurs du changement, presque des co-thérapeutes. Et en thérapie familiale, on considère les adolescents comme des co-thérapeutes, comme d'ailleurs les différents membres de la famille. Je considère de plus en plus, au travers de ma pratique, que de ne pas travailler comme ça, c'est une perte de chance pour les adolescents. Pourquoi ? Parce que vous avez bien compris, vous les stigmatisez en les faisant les porteurs du trouble. Vous les mettez en difficulté de loyauté, on en a parlé tout à l'heure, puisque même si les parents se conduisent d'une façon que de l'extérieur on peut trouver inadmissible, ça reste les parents de l'adolescent. Et ils ne pourront pas totalement désavouer leurs parents. Donc quand vous allez baser quelque chose là-dessus, vous ne serez pas suivis. Donc, en les intégrant comme sujet, comme co-thérapeute, comme sujet du soin, mais pas du côté de celui qui pose problème, mais de celui qui va faire bouger les choses, eh bien, vous mettez en place un abord écologique pour lequel l'adolescent n'a pas de raison de fuir, n'a pas de raison de s'échapper. Vous essayez de me dire en quoi, finalement, il aurait bénéfice à continuer à souffrir si on ne le met pas comme le seul responsable de tout ce qui se passe. Voilà. Et de la même façon, bien sûr, la famille, souvent vue comme la cause des problèmes ou la victime de la situation, eh bien, là aussi, vous pouvez régler aussi la façon dont vous la regardez pour pouvoir, là aussi, en faire des co-acteurs. Parce que comment voulez-vous donner sens à une situation qui conduit à des pensées suicidaires si le sens de ce qui se passe, puisque personne ne le connaît, n'est pas co-élaboré entre l'adolescent, sa famille et les thérapeutes qui ont eux aussi leur vision tout à fait particulière de la situation. Donc une prévention efficace ne peut être que partagée, y compris dans l'intimité des prises en charge d'adolescents. Et il va falloir donc être attentif, faire un maillage relationnel. Et puis une autre chose qu'on ne développera pas là, enfin pas tout de suite, peut-être dans la discussion, c'est le côté de proactivité des interventions chez les adolescents. Ça ne veut pas dire ne pas respecter leur intimité, pas respecter leur vouloir personnel, mais ça veut dire ne pas faire comme si ils pouvaient bouger alors qu'ils ne le peuvent pas. Voilà.